Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur l'espace ID Forum Démo, sponsorisé par KeepMe. Le thème qui va être abordé, accès conforme et pourtant compromis. À mes côtés, monsieur Cédric Rosenberg de la société SpecOps. Je crois qu'on a une petite particularité pour cette démonstration. C'est un jeu où vous allez pouvoir éventuellement repartir avec cette superbe maquette Lego Star Wars. J'ai pour l'instant jamais vu encore un jeu sur une démo, j'adore ça. Voilà, donc n'hésitez pas si vous faites le tour de l'espace à nous rejoindre. Monsieur Rosenberg, vous avez 15 minutes. Merci beaucoup et bonjour à tous. Donc la thématique du jour, c'est accès conforme et pourtant compromis. Donc qu'est-ce qui se passe? Avant de vous parler un petit peu de tout ça, je vais vous parler rapidement de savoir qui on est, ce qu'on fait. Donc je travaille pour une entreprise qui s'appelle SpecOps, qui est une entreprise d'origine suédoise. On parle beaucoup de souveraineté, de société européenne. Donc avec nous, vous avez tout ce qu'il vous faut de ce côté-là. On fait également partie d'un groupe qui s'appelle Outpost 24. Le groupe propose tout ce qui est pentest, scan de vulnérabilité, gestion de surface, d'attaque. Au niveau de SpecOps, on est des spécialistes de l'IAM, de tout ce qui va tourner autour des mots de passe et des compromissions. Avant d'attaquer plus dans le sujet, je vous affiche quelque chose que vous avez déjà probablement vu un petit peu partout. Les problèmes de compromission. Je suis conforme, j'ai respecté les règles de la CNIL, de l'ANSSI, et pourtant on a quand même des compromissions. On a tout ce qu'il faut de ce côté-là. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter quelque chose d'un petit peu plus innovant. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, même si j'ai des accès qui sont conformes, qui sont peut-être même avec de la MFA par-dessus, on a vu dans l'actualité que finalement, c'est toujours pas suffisant et on n'est toujours pas sécurisé. L'idée, c'est de vous montrer aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut faire pour se sécuriser. Mais avant de vous montrer tout ça, je pense qu'il faut qu'on revienne un petit peu en arrière et qu'on comprenne ce qui fait qu'on en est arrivé là aujourd'hui. On va regarder 15 ans en arrière, quelle était notre méthode de travail. Comment on travaillait à 15 ans? On se levait le matin, on prenait notre voiture ou les transports en commun, on allait au bureau, peut-être qu'on badgeait pour rentrer dans les locaux. On disait bonjour à la personne à l'entrée qui gardait tout ça de manière très concrète. Et puis on s'installait à notre PC. À midi, on sortait, on allait manger, on revenait, on se reloguait sur le PC dans les locaux. Et le soir, on rentrait chez nous, profiter de notre famille et de nos amis. Comment ça se passe aujourd'hui? Je travaille de la maison, donc je ne suis pas sur site, il n'y a pas de sécurisation déjà de ce côté-là. Ensuite, au-delà de l'ordinateur portable, on a ce qu'on n'avait peut-être pas à l'époque, des téléphones portables également. Donc à midi, je vais aller sur mon téléphone, envoyer des mails, etc. Le soir, je vais peut-être même rentrer à la maison et me loguer sur l'ordinateur de la famille, aller sur le cloud parce que je dois envoyer quelque chose auquel je n'ai pas pensé. Donc je vais aller sur le cloud. Donc on a une évolution de nos façons de travailler qu'il faut prendre en compte, que nos accès n'ont pas toujours pris en compte et ne se sont pas toujours alignés de manière suffisante par rapport à ça. On pourrait dire effectivement c'était la bonne vieille époque, hein, puisqu'à l'époque quand on sortait de bureau, ben, finalement la journée de travail s'arrêtait, ce qui est plus trop le cas aujourd'hui, puisqu'on est finalement connecté un petit peu en permanence à tout ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se rend compte? J'ai des accès, je me log avec mon mot de passe. J'ai peut-être mis en place de la MFA, bien que je travaille avec beaucoup de gens sur des solutions de MFA. Souvent, on ne peut pas équiper tout le monde avec des téléphones portables. Les YubiKeys, c'est quand même cher, on ne peut pas équiper tout le monde, donc on va se focaliser sur le département informatique. Mais finalement, même dans ce cas-là, on se rend compte qu'un mot de passe et de la MFA, ce n'est pas suffisant. Et ce qu'on se rend compte justement, c'est que qu'est-ce qu'on croit? On sait qui vous êtes. Je me log, j'ai mon mot de passe et je me log avec ma MFA. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est avec quoi vous vous connectez. Je parlais à un RSSI encore la semaine dernière qui me disait je me suis rendu compte, j'ai un utilisateur, il est connecté en simultané de 3 pays différents, avec les mêmes identifiants. Parce qu'on sait qui c'est, enfin on pense savoir qui c'est, mais on ne sait pas à partir de quoi ou de quel appareil il utilise. De la même façon, est-ce que cet appareil, c'est un appareil qui est mis à disposition par l'entreprise? Est-ce que c'est du BYOD, donc du device personnel? Est-ce que ce device, il est managé par l'entreprise ou pas managé par l'entreprise? Est-ce qu'on a du MDM? Toutes ces questions se posent aujourd'hui. Donc on se rend compte de quoi finalement? Que l'identité de la personne aujourd'hui, ce n'est pas suffisant.
Et à partir de là, même la MFA, on l'a vu, a ses faiblesses. J'ai mis quelques articles de gens que vous connaissez tous, hein, de marques qui vont parler un petit peu à tout le monde. C'est des marques qui ont des budgets, qui ont des gros budgets de cybersécurité, des gros stacks, hein, et pourtant, ils se font compromettre. Donc qu'est-ce qu'on peut faire de ce côté-là? Qu'est-ce qui peut nous amener justement à comprendre au-delà de qui vous êtes, avec quoi vous êtes connecté, enfin avec quel identifiant vous êtes connecté, avec quelle typologie de MFA vous êtes connecté, mais on se rend compte qu'il y a quand même vraiment un gros trou qui reste existant ici. Et comment on vient combler ce trou finalement? On va combler ce trou avec, au-delà de l'authentification, de savoir qui vous êtes quand vous vous connectez, à partir de quel appareil vous vous connectez. Est-ce que l'appareil avec lequel vous vous connectez est un appareil dans lequel on peut avoir confiance? C'est là qu'on va commencer à parler de Zero Trust. Je pense que vous pouvez lever la main ceux qui ont entendu parler ou vu ou implémenté du Zero Trust. OK, quasiment tout le monde. Est-ce que l'un d'entre vous connaît le nom du créateur du modèle du Zero Trust? Il y a beaucoup moins de mots, je vois tout de suite. Alors, au moins, vous allez partir avec peut-être une information aujourd'hui. La personne qui a inventé le Zero Trust s'appelle John Kindervag. C'est le créateur du modèle Zero Trust. Vous pouvez taper ça sur Google ou en zéro click search sur ChatGPT ou ce que vous voulez pour voir qui est à l'origine de ça. Et ce qui est intéressant sur ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est que le créateur du modèle Zero Trust, donc John Kindervag, siège au board de l'outil que j'évoque un petit peu aujourd'hui et nous a dit, ou en tout cas a témoigné du fait que quand il a imaginé le modèle Zero Trust, Spec Ops Device Trust, donc ce que je vais vous montrer, c'est exactement cette façon qu'il imaginait. Donc l'idée, c'est de se dire, si l'identité est compromise, si j'arrive à pénétrer avec de la fatigue sur du MFA, avec des vols de cookies, des vols de tokens de session, qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, c'est l'appareil, encore une fois. Donc on se rend compte ici que la MFA est intéressante, mais pas toujours suffisante. Et que finalement, ce qui nous reste, c'est vraiment l'appareil, qui ne peut pas être compromis. On est sur quelque chose de physique. Donc on va arriver sur ce que j'appelle justement du device trust. Donc on vient lier l'identité de la personne avec l'appareil qui l'utilise. Ce qui est intéressant aussi de ce côté-là, c'est qu'on va le voir plus tard, c'est qu'on va être complètement agnostique. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on va dire, mais est-ce que c'est compatible? Moi, j'ai des gens qui sont sur Windows, j'ai des gens qui sont sur Mac, j'ai des Linux, j'ai des typologies d'OS différentes un petit peu partout. Est-ce que c'est managé, pas managé? Et toutes ces questions vont se poser. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir des postures de sécurité qui vont être vérifiées. Donc au-delà d'ailleurs de l'identité de la personne et de l'outil qu'elle utilise, on va pouvoir aussi vérifier est-ce que l'outil qui est utilisé, peut-être que c'est du BYOD, peut-être comme je le disais, je me suis connecté avec un ordinateur personnel parce que je vais aller sur SharePoint et parce que je dois envoyer une présentation à 23 h le soir, j'ai oublié de le faire cet après-midi. Donc on va également vérifier est-ce que la posture de sécurité de l'appareil respecte les politiques d'entreprise. Est-ce que le disque est bien encrypté? Est-ce que le firewall est bien activé? Est-ce que les ports USB sont bien déconnectés? Donc on va pouvoir monitorer ça à la connexion, mais également en temps réel. Ce qui est important également de ce côté-là, et on le sait en sécurisation, il y a deux facteurs qui sont importants sur le projet. Il y a l'aspect de sécurité, mais il y a également côté utilisateur. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'ils comprennent? Est-ce que c'est adopté? C'est ce qui peut faire le succès ou l'échec d'un projet aujourd'hui. Ce qui est important dans cet outil également, c'est que c'est l'utilisateur qui va avoir tout le self-service de remédiation à disposition directement au travers d'un outil qui est ici un module SaaS en module léger. Ce qui va réduire les appels au support, va réduire les tickets, va réduire la frustration des utilisateurs qu'on craint tous, toujours en entreprise. Et donc, c'est ça qui va faire tout le succès du déploiement de ce genre de solution, parce que ce n'est pas uniquement facile et intuitif, mais ça va également vous amener à faciliter vos accès.
On peut également, justement, dans cette partie de remédiation, donner une période de grâce ou de latence à l'utilisateur pour lui donner un certain temps pour aller mettre en place cette remédiation. Ça va également permettre de bloquer, par exemple, l'utilisation d'un browser ou en tout cas de forcer le patch d'un browser s'il y a quelque chose un problème de sécurité qui a été détecté, puisque l'outil va vérifier à intervalles réguliers, toutes les 10 minutes, la posture de sécurité de l'appareil qui est utilisé à ce moment-là. Donc on va beaucoup plus loin que l'accès uniquement, on va aller sur du trust et de la posture de sécurité des appareils qui sont utilisés. Peu importe l'OS, peu importe l'appareil, peu importe le fait que cet appareil soit managé ou non par l'entreprise, on va être en capacité de vérifier tout ça. Avec toujours, et ça c'est important, l'expérience utilisateur en tête pour avoir le taux d'adoption le plus élevé possible. Et donc, c'est au travers de ces points que vraiment on va se différencier avec tout ça. Donc, la décision d'accès n'est pas faite sur l'état de posture de sécurité de l'appareil tel qu'il était la semaine dernière ou sur la dernière audit qu'on a fait. Comme je le disais, on est sur une vérification de cette posture de sécurité à intervalles réguliers toutes les 10 minutes. Donc, on est sur quasiment du temps réel de ce côté-là. C'est tout à fait accessible sur du BYOD, comme je le disais. Je me connecte sur SharePoint avec le téléphone, avec l'ordinateur de la famille, où j'ai pris un téléphone personnel que j'ai utilisé à ce moment-là parce que l'entreprise ne veut pas m'en payer un. On a un petit peu toutes ces situations-là. Et c'est un outil léger qui va ressembler comme l'agent Zoom pour les meetings quand vous démarrez un meeting. Donc c'est de l'ultra léger. Ça vient à aucun moment ralentir l'outil qui est utilisé. Et encore une fois, l'utilisateur justement n'est pas impacté par ça. Ce qui permet d'aller toucher un petit peu tous les types d'appareils des collaborateurs. Et c'est là où, finalement, dans l'histoire SpecOps, ça devient intéressant parce que ça vient compléter un petit peu tout ce qu'on met à disposition de nos clients, puisque, comme je le disais, c'est vraiment quelque chose qu'on vient de mettre en place. Donc, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, pour vous montrer un petit peu les dernières choses qui se font. On accompagne, je sais qu'il y en a qui sont ici, on ne va pas les citer, mais sur d'autres outils. Donc, on a SpecOps Password Policy qui va venir verrouiller donc, les compromissions, l'utilisation des mots de passe avec une des plus grosses bases de données de mots de passe compromis au monde à l'heure actuelle, 5,5 milliards qu'on alimente tous les jours. On a des services en interne qui sont dédiés à faire que ça. Comme je le disais sur ces projets de sécurisation, ce qui est important également, c'est l'expérience de l'utilisateur. Si mon mot de passe est refusé parce que je n'ai pas respecté la politique, parce que j'ai mis le nom de l'entreprise ou parce que ce mot de passe est déjà compromis, je ne peux pas me permettre d'avoir juste le message Microsoft qui me dit « ça ne répond pas aux exigences de la politique. Débrouillez-vous avec ça ». Donc l'idée, c'est d'avoir un feedback dynamique sur la manière de changement de Windows qui va guider l'utilisateur. Donc on va avoir des politiques complexes, des politiques qui évoluent et qui sont très sécurisées, tout en ayant l'utilisateur qui soit accompagné de bout en bout. Comme je le disais, c'est tout ce qui fait le succès ou l'échec d'un projet à l'heure actuelle, c'est les utilisateurs finaux. SpecOps Secure Access, c'est également un outil de MFA, justement, qu'on va déployer sur des ouvertures de sessions Windows, sessions VPN, sessions RDP. On est agnostique en termes de MFA, on en a un petit peu de tous les côtés qui permet d'aller sur tous les scénarios de vos utilisateurs en fonction des équipements qu'ils ont ou non. SpecOps Device Trust, donc c'est l'outil que je viens d'évoquer jusqu'à maintenant, donc qui va vous permettre d'être à la porte d'entrée avant d'accéder à votre session sur l'appareil, peu importe l'appareil qui est utilisé, mais également avec un contrôle continu de l'intégrité de l'appareil qui est utilisé par vos utilisateurs. Et enfin, si j'ai oublié mon mot de passe, on a aujourd'hui des supports qui ne sont pas toujours accessibles en fonction des horaires d'ouverture du support. Le prix du ticket aujourd'hui, qui est toujours assez élevé, c'est Forrester, je crois, qui a fait une étude sur les coûts liés aux problématiques de mots de passe, verrouillage de compte, réinitialisation, 60 € par appel. Vous faites un volume, 60 fois le nombre d'appels que j'ai liés à tout ça, ça peut aller vite cher, sans parler de la frustration, de la perte de productivité des employés si je suis hors horaire. L'idée ici, c'est avec SpecOps sur IZ de rendre l'autonomie à l'utilisateur, de réinitialiser ça de manière autonome, soit derrière son PC, c'est-à-dire sa lumière Windows, soit à partir d'un téléphone ou d'une tablette. On travaille avec des secteurs d'activité très variés, que ce soit dans le médical, dans les transports, dans les administrations publiques, dans la recherche, dans le bancaire, l'assurance, etc.
Donc, en gros, on travaille avec tous les gens qui ont un AD. Je pense que tout le monde ici a un Active Directory en place dans l'entreprise. Donc l'autonomie côté utilisateur de réinitialiser, on a 25 typologies de MFA dispo natif, donc on est agnostique, ce qui permet d'aller vraiment sur tous les scénarios que vous pouvez avoir de ce côté-là. Et enfin, pour les appels résiduels au support, et ça c'est aussi un problème à l'heure actuelle, c'est les appels par ingénierie sociale. Vecteur très utilisé, j'appelle le support. Bonjour, c'est Cédric de la comptabilité. J'ai oublié mon mot de passe, est-ce que vous pouvez me le réinitialiser ? Est-ce que vous avez des choses en place à l'heure actuelle pour vérifier que la personne est bien celle qu'elle prétend être? Vous l'avez probablement vu dans l'actualité, France Travail, Marks et Spencer ont tous sauté comme ça. Les attaquants ont bien compris que c'était des fois plus facile d'appeler le support que d'aller attaquer un système directement. Hein, la faille humaine reste la bonne vieille faille qu'on connaît tous et qui est plus facile à utiliser. Donc l'idée ici, c'est qu'on va sécuriser ces appels au support en rendant l'appelant acteur du processus. C'est l'appelant qui va déverrouiller la console à distance pour la personne du support au travers d'outils MFA encore une fois. Donc il va être acteur avec une typologie de MFA. On en a plein, on peut travailler des scénarios avec vous, n'hésitez pas à venir nous voir à ce sujet. Et donc l'idée c'est de venir verrouiller tout ce périmètre IAM de bout en bout en vous aidant sur tous ces différents sujets, pour au final pouvoir sécuriser vraiment le périmètre moderne. Quand je dis moderne, on en a parlé avant, hein, les habitudes de travail ont tellement évolué en 15 ans qu'aujourd'hui la posture de sécurité doit être adaptée à tout ça. Donc on ne vient plus, comme je le disais, authentifier uniquement l'utilisateur, mais on vient également authentifier l'appareil qui l'utilise. Ça veut dire que c'est la fin du phishing, des identifiants volés et de tout ce qui s'ensuit de ce côté-là. Et bien évidemment, sans déranger la force de travail avec quelque chose de très fluide de ce côté-là. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Eh bien, je vous propose qu'on applaudisse Monsieur Rosenberg pour son intervention. Pour le jeu, alors comment ça se passe? Il y a un tirage au sort. Allez-y, prenez mon micro. Qui ont participé, je vous demande de me donner un chiffre entre 2 et 20. Pour tirer au sort la personne qui gagnera. 7 17, c'est Laurent. C'est ce Ah bah voilà. Grandiowski. Désolée, je voulais pas le dire. Félicitations.